Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce webinaire d'Idéal, un défi d'élus. Donc c'est un nouveau format, enfin nouveau, il ne va pas le rester très longtemps, mais en tout cas un format qui propose de confronter ou de faire rencontrer de manière fructueuse, on l'espère, et de manière amicale, un ou une élue, en l'occurrence aujourd'hui une élue, et un ou une chercheuse, en l'occurrence aujourd'hui une chercheuse. Et ce matin, nous nous intéressons à la question délicate de l'accueil des personnes exilées. Et il se trouve que c'est aujourd'hui la journée mondiale des réfugiés. Donc nous sommes en plein dans l'actualité, mais en fait c'est une actualité qui ne change pas tous les jours, on peut le dire. La question est délicate à plusieurs titres. D'abord parce qu'elle concerne des personnes fragiles qui arrivent de terrains de guerre, qui arrivent de terrains très vulnérables, qui sont chassés par des crises économiques, des crises politiques, qui ont été mises dans des situations de grande vulnérabilité par la situation de départ de leur pays. Vulnérabilité généralement aggravée par leurs conditions de déplacement. Donc ce sont des personnes qui se déplacent à pied dans des conditions de sécurité ou de menaces très difficiles, qui empruntent des bateaux surpeuplés, qui voyagent dans de voyages qui plutôt se déplacent, parce que voyager c'est un peu trop gentil, dans une forte dépendance à des passeurs souvent, et donc dans des situations de raquette et de soumission physique. Finalement, tout ce processus ne fait qu'aggraver la vulnérabilité physique, psychologique et économique de ces personnes qui arrivent souvent sans point d'atterrissage et sans ressources. Question délicate à une autre échelle, hein, dans le sens touchy peut-être, ou épidermique si on peut dire, parce que ces personnes vulnérables ne sont pas souvent les bienvenues là où elles arrivent, et que leur présence est souvent utilisée dans un débat politique, dans un combat politique qui se durcit autour du sujet de l'immigration. Le sujet n'est pas nouveau, et notamment à droite. Il a été mis à l'agenda politique de façon très forte à partir de 2015, avec une arrivée plus nombreuse de réfugiés en Europe à la suite des printemps arabes et aussi de la guerre en Syrie. Une arrivée plus nombreuse en Europe, mais pas forcément en France, puisque la France n'a pas été le pays le plus accueillant, et d'autres, comme l'Allemagne, ont ouvert leurs frontières de façon beaucoup plus importante. Et cette fameuse vague qui a un peu donc augmenté en France, s'est ensuite aplati. Si on regarde le solde migratoire, c'est-à-dire celles et ceux qui arrivent moins celles et ceux qui repartent, finalement, cette courbe du solde migratoire se maintient sur longue période à un niveau qui n'évolue pas beaucoup. Et pourtant, la question est régulièrement agitée comme un chiffon rouge qui fait réagir l'arène politique de manière épidermique et qui électrise le débat public. Elle est convoquée dans toutes les campagnes électorales sans être souvent bien documentée. Enfin, c'est une question délicate pour une troisième raison, parce qu'elle interroge notre capacité collective et individuelle à nous habituer à voir des personnes exilées ou pas à la rue, dans des camps qui ressemblent de plus en plus à des bidonvilles, dans des bidonvilles qui se reconstituent. La question, c'est quelle est notre capacité à les accepter, à les aider, à accepter, soutenir, encourager des politiques publiques qui peuvent avoir des effets très opposés, parce que certaines de ces politiques publiques aident à accueillir et à aider ces personnes, et certaines de ces politiques publiques ont plutôt pour visée de lutter contre leur arrivée. Ce sont des choix à faire au moment de mettre notre bulletin dans l'urne. L'an prochain, ce sont les municipales. L'année d'après, ce sera l'élection présidentielle. 2 scrutins dans lesquels, forcément, la question va être omniprésente à des échelles différentes et possiblement avec des résultats très différents. Alors, juste quelques chiffres qu'on précisera un peu plus tard. Selon la définition de l'INSEE et pour 2022, 5,3 personnes sont considérées comme étrangères en France. Donc, si je ne me trompe pas, 5,3 millions, pardon. Et si je ne me trompe pas, mais on précisera aussi la définition, sont considérées comme étrangères des personnes nées non françaises et présentes depuis moins d'1 an sur le territoire. Et donc, on est à 7,8% de la population. Et puis, la population française compte 7 millions de personnes considérées comme immigrées, et donc nées non françaises, mais présentes depuis plus d'1 an sur le territoire, ce qui correspond à 10,3% de la population française. Parmi ces 7 millions d'immigrés, 2,5 ont la nationalité française, donc ont été naturalisés, et 4,5 millions sont de nationalité autre.
Le flux migratoire, donc ceux qui restent moins ceux qui partent, correspond à peu près à 200 000 personnes, une proportion finalement assez faible si l'on compare à nos voisins allemands, italiens, anglais et espagnols, dont le flux est beaucoup plus important. Alors la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est celle de l'accueil lié au logement, évidemment. On est à Idéal, donc on parle de logement. Quelles possibilités pour ces personnes exilées, dont il convient de définir le statut, et on va le faire, ont-elles de se loger ? Qu'est-ce qu'on entend par loger? Est-ce qu'on parle d'hébergement, de logement accompagné, de logement autonome? On verra que les situations sont très variées. Où peuvent-elles habiter et de qui dépendent-elles, tant l'accès au marché privé leur est quasiment interdit, impossible pour des questions de statut et de ressources, sauf parfois avoir recours à des marchands de sommeil. Le sujet est à dessein, ou pas d'ailleurs, confondu avec celui de la politique migratoire et donc renvoyé à une compétence d'État. Mais on verra aussi que la politique de l'État est une politique plutôt d'invisibilisation de ces personnes via la dispersion, via le démantèlement des endroits où elles sont installées, notamment les camps, via la répartition de ces personnes sorties de la rue. Alors je dis sorties avec des gros guillemets parce qu'une fois qu'elles sont sorties de la rue, on ne sait pas où elles sont entrées ailleurs. Et puis une politique de sécurisation également avec de très gros guillemets de l'espace public qui correspond à une organisation pour que ces personnes ne puissent pas se réinstaller là d'où elles ont été délogées. Merci, délogées, c'est vraiment le terme. Et voilà. Et comme le système d'hébergement est déjà saturé, les solutions sont prises souvent dans l'urgence et peu efficaces. Donc ça, c'est l'échelle de l'État. Ensuite, il y a une autre échelle qui est celui des collectivités, des initiatives d'associations citoyennes, politiques dans certaines villes, comme à Notre-Dame-de-Lausier, qui, malgré sa petite taille, a réussi à mobiliser de l'énergie, du temps et de l'argent pour apporter une réponse. Et on va en parler avec une élue de cette commune. Et puis les troisièmes protagonistes, évidemment, qui devraient être considérés comme les premiers, ce sont évidemment les personnes exilées, à qui on ne demande pas forcément leur avis. Quelle est la contrainte qui leur est imposée ou le choix qui leur est proposé? Est-ce qu'ils et elles peuvent s'installer? Est-ce qu'ils le veulent? Est-ce qu'ils le souhaitent? Est-ce qu'ils sont là de passage ou pour longtemps? Quel est aussi l'accueil qui leur est réservé là où ils atterrissent dans un endroit qui est à la fois, que ce soit une commune petite, une métropole, etc., un endroit qui est à la fois un espace physique, un cadre administratif et un lieu d'interaction sociale et humaine. Alors, pour en parler ce matin, nous accueillons Isalia Petmezakis, qui est adjointe à l'habitat de Notre-Dame-de-Lausier, donc une élue. Bonjour. Donc, un village de 500 habitants en Isère, qui, malgré sa petite taille, dispose d'une délégation à l'habitat et qui mène une politique de l'habitat, donc c'est pas si fréquent. Et dans ce village, il est prévu plusieurs logements sociaux qui accueilleront des personnes exilées. Donc, vous allez nous expliquer comment ce programme est né, comment il a été difficilement ou facilement monté, le temps que ça a pris, etc. Et je précise que vous êtes aussi réalisatrice et que vous documentez ce sujet dans un documentaire dont vous parlerez peut-être. Et puis, côté recherche, donc Camille Gardès, qui est sociologue et urbaniste, chercheuse et enseignante à l'École d'urbanisme de Paris. Bonjour. Bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. Et vous avez travaillé sur les politiques urbaines de l'accueil et du non-accueil et sur la question des migrations en ville et notamment l'accès à l'hébergement et au logement des personnes exilées. Enfin, c'est vraiment votre spécialité, donc merci beaucoup d'être là. Et le débat sera également animé par Antoine Pochon, chef de projet à Idéal Recherche. Bonjour. Bonjour. Et si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer par le chat et on les fera remonter, on les posera à nos deux invités. Donc, avant de rentrer dans la discussion, je vais commencer par Camille pour vous demander en fait de nous poser quelques définitions parce que vraiment il faut savoir de quoi on parle dans ce sujet qui mélange souvent un peu tout. Donc quelques définitions entre étrangers immigrés, migrants exilés, asile, réfugiés, dublinés, hein, c'est un peu du jargon mais il faut le connaître, et puis statutaires et irréguliers.
D'accord. Alors, je vais essayer de ne pas être trop professorale, justement. Mais en effet, il y a un véritable enjeu sur la terminologie, les termes qu'on va employer, bon, nous, aujourd'hui, pour discuter, et plus largement dans le débat public, puisque, vous le rappeliez, il y a aussi comment dire, des positionnements qui sont d'abord idéologiques, mais qui font parler ou font dire des choses à des définitions, à des données. Donc, à mon avis, c'est un enjeu très important, celui de la clarification du vocabulaire, des termes et de qui on est en train de parler, de quelle situation. Voilà, donc simplement sur quelques situations et termes que vous avez déjà évoqués. La différence entre étrangers et immigrés, du point de vue administratif français, je vais le dire comme ça, mais aussi du point de vue de la définition, c'est que être étranger en France, ça signifie ne pas avoir la nationalité française. C'est une définition qui est relativement simple en réalité, et c'est un statut juridique. C'est-à-dire que dans les documents administratifs, on nous demande notre nationalité, on la déclare. C'est un statut qui peut évoluer, puisque, comme vous le disiez, les personnes peuvent être naturalisées, c'est-à-dire obtenir la nationalité française et donc ne plus être étrangères. Ce qui veut dire qu'on peut avoir été étranger en France et ne plus l'être. Le statut d'immigré, ce n'est pas un statut juridique en France, c'est plutôt un statut social, plutôt un statut sociologique d'une certaine manière. Ça implique le fait d'avoir vécu une trajectoire migratoire, donc une émigration, un départ d'un pays, une migration et une immigration en France, pour simplifier à l'extrême les choses, évidemment, mais bon, juste pour être sur les définitions. Donc quand on dit immigré, en fait, on parle des personnes qui se sont installées en France. Et ça, c'est un statut en soi qui n'évolue pas, puisqu'on a toujours eu cette trajectoire migratoire tout au long de sa vie, elle fait partie de notre histoire, mais en revanche qui ne se transmet pas de parents à enfants, puisque des enfants d'immigrés peuvent être nés sur le territoire français et donc pas dans une situation eux-mêmes de migration. Voilà, donc juste avec ces deux termes, on voit déjà un peu la complexité des enjeux. Et en fait, pendant longtemps en France, on a parlé immigrés. Oui, tu peux passer ici. Enfin, voilà, juste parce que ce que je veux dire, c'est que pendant très longtemps, le vocable de l'action publique, le vocable officiel a été celui de l'immigration des immigrés, et c'est ce que l'INSEE décompte précisément, comme vous le disiez avec les données que vous avez énoncées. Et puis, depuis une dizaine d'années, c'est davantage le terme de migrants qui est mis en avant dans l'action publique. Il y a des plans migrants, il y a des actions migrants, il y a des postes migrants. Et c'est intéressant parce que ça dit quelque chose aussi de ce qu'on projette et de ce que le discours public projette sur ces personnes. C'est-à-dire que la notion d'immigration, il y a quand même une notion d'installation. La notion de migrant, ça laisse davantage planer une image de personnes qui sont justement en mouvement. Vous posiez la question de est-ce que les personnes s'installent. Avec la mobilisation du terme de migrant, on est davantage sur l'idée que ce sont des gens qui sont en mouvement et qui ont un peu vocation à l'être. Alors, par ailleurs, c'est aussi le vocable officiel des Nations Unies, donc c'est aussi une terminologie internationale qui permet quand même d'échanger aussi à un autre niveau, mais elle est très marquée politiquement, et c'est pour ça que dans le champ académique et dans le champ militant, et dans un certain milieu politique également, on utilise, vous entendrez plus fréquemment parler d'exilés, simplement pour se différencier du terme de migrant et pour renvoyer à la condition d'exil, à l'éloignement contraint aussi. Donc voilà, c'est un peu la différence. Alors parmi ces personnes exilées, celle dont nous allons parler beaucoup aujourd'hui se situe vraiment à l'interface entre l'asile et la notion de réfugié. Donc là aussi, pardon, c'est un peu lourd, mais c'est juste pour bien préciser les choses, parce que là aussi, les discours publics et parfois médiatiques ont tendance à les confondre. L'asile, c'est une procédure lorsqu'on fuit une situation de violence, de persécution, de danger, de menace. On a la possibilité de demander l'asile. Et donc, c'est quand même un statut. On est en régularité sur le territoire français si on est demandeur ou demandeuse d'asile. Mais simplement, c'est une procédure à l'issue de laquelle on peut éventuellement obtenir un statut de réfugié en France. C'est un autre statut, le statut de réfugié. Et donc, en fait, il y a environ 30%, je vais le dire vraiment des gros chiffres, qui obtiennent le statut de réfugié, des personnes qui obtiennent le statut de réfugié. Et ça veut dire qu'il y a 70% des gens qui se retrouvent en situation d'irrégularité, Si tu veux, on peut même passer à la slide suivante parce que je vais faire un lien comme ça. En fait, ce qui est important, c'est de se dire qu'en effet, on va parler de personnes statutaires, donc qui ont un statut, en l'occurrence, de réfugiés. Il y a d'autres titres de séjour, comme vous le savez, qui existent. Ce statut de réfugié lui-même, il peut être plus ou moins long. Il n'est pas nécessairement très long dans le temps, en fait. Il peut être de 4 ans. Il peut être donc à renouveler fréquemment. Et il faut bien avoir à l'esprit que toutes les personnes qui ont demandé l'asile et qui ne l'ont pas obtenu vont basculer dans des situations administratives d'irrégularité, d'incertitude, d'instabilité, notamment le statut de dubliné. Alors c'est un mot un peu
c'est vraiment un idiomatisme des politiques publiques migratoires, mais c'est simplement parce qu'il y a un accord qui s'appelle l'accord de Dublin, qui est un accord européen qui stipule que les personnes doivent demander l'asile dans le premier pays par lequel elles entrent en Europe. Et donc, si les personnes exilées ont été enregistrées d'une manière ou d'une autre dans le pays par lequel elles sont passées, elles vont devoir y être renvoyées, en théorie, c'est ce que ce cadre suppose, pour y déposer leur demande d'asile. Autrement dit, leur volonté de déposer leur demande d'asile en France ne prévaut pas. Ce qui prévaut, c'est l'idée qu'elles sont ce qu'on appelle des personnes dublinées, c'est-à-dire qu'elles sont sous le coup de l'ordre de Dublin. Donc ça peut donner lieu à des déplacements. Je ne rentre pas dans les détails parce que c'est très compliqué, mais en fait, une personne peut être dédublinée. Donc si vous voulez, ça ouvre juste la fenêtre à l'ampleur des méandres administratifs et, pour les personnes elles-mêmes, des méandres psychiques en fait, dans lesquels ça peut plonger. Voilà, donc c'est très rapide et incomplet, mais quelques premières définitions, on va dire. Mais merci Camille, parce qu'en effet, ça nous jette immédiatement dans cette question de l'accueil, qui est une question aussi administrative, entre autres, et c'est ce qu'on va voir donc en l'occurrence à Notre-Dame-de-Lauzier. Isalia, merci beaucoup d'être avec nous. Donc Notre-Dame-de-Lauzier, comme l'a dit Catherine, c'est un petit village de 500 habitants dans l'Isère. Est-ce que vous pouvez nous le présenter en quelques mots ? Un village de 530 habitants qui est situé entre Grenoble et Valence, donc à proximité immédiate de la préfecture de Grenoble quand même, mais assez peu connecté avec un train qui arrive à 4 km. On a un passé religieux assez important avec des miracles, des pèlerinages, du bâti religieux et une présence de communautés religieuses pendant un long moment. On a un couvent qui a servi de pension de famille et qui a accueilli des exilés pendant les années 70 notamment. Et donc aux alentours de la vague migratoire de 2015, que je prends quelques précautions pour dire ce terme-là, l'équipe municipale d'alors a souhaité faire sa part, en fait, prendre des mesures pour favoriser l'accueil de personnes exilées dans la continuité, dans la tradition du village. Et donc aujourd'hui, vous êtes maire adjointe de cette commune, même la première adjointe. Donc c'est une fonction que vous occupez récemment. Oui, j'ai souhaité moi m'investir lors des dernières municipales. Donc j'ai été élue en 2020 en tant que conseillère municipale, à un moment où l'équipe avait déjà plus ou moins envie de passer le relais, mais c'était juste après l'installation d'une association qui s'appelle Terreaux Locaux, qui est, on va y venir, mais qui accueille des personnes exilées dans notre village, et l'équipe municipale souhaitait conforter cette association avant de passer le relais. Donc j'ai rejoint l'équipe en 2020 et récemment j'ai pris le poste de première adjointe avec l'idée de pouvoir poursuivre cette aventure municipale. Donc vous avez dévoilé ce pourquoi on vous a invité aujourd'hui, mais vous avez bien fait. Donc c'est bien cette situation spécifique, en tout cas ce projet installé dans la commune de Notre-Dame-de-Lauzier, donc qui s'appelle Terreaux Locaux. Entrons directement dans le sujet. Donc Terreaux Locaux, c'est quoi ? C'est où ? Ça sert à quoi ? Avec qui ? Et depuis quand ? Alors, Terreaux Locaux, c'est une association chantier d'insertion. Donc, c'est une association dont la vocation est de permettre l'insertion de personnes en situation de précarité via le travail. Donc, c'est un chantier de maraîchage et boulangerie bio. On fabrique de l'alimentation locale, bio, responsable sur un tout petit territoire. Avec 2 tiers de personnes réfugiées et 1 tiers de personnes en situation de précarité qui vivent déjà sur le territoire. L'idée, c'est vraiment de mixer les publics, de permettre la rencontre, de permettre à des personnes exilées de découvrir la campagne, parce qu'il y a peu de solutions finalement d'insertion par l'activité économique en milieu rural. La plupart des solutions sont proposées en ville. Or, il y a pas mal de personnes qui viennent de la campagne, dans leur pays, et ils vivent dans des milieux ruraux. Donc, l'idée, c'était vraiment de proposer une solution différente. C'est pas forcément la solution miracle, mais en tout cas, c'est une solution supplémentaire. J'entendais Camille qui disait que finalement, la volonté des personnes est assez peu prise en compte dans les parcours d'intégration en France. Et c'était vraiment l'idée de proposer un choix supplémentaire. C'est fait sur la base du volontariat. Donc, les personnes qui viennent travailler à Terreaux Locaux sont volontaires pour venir. Elles ont un entretien d'embauche qui permet de vérifier leur motivation. Et elles viennent pour 2 ans maximum, avec une proposition d'accompagnement très large, assez globale. L'idée, c'est vraiment de lever tous les freins à l'emploi. Et les freins à l'emploi, c'est l'accès à la langue, l'accès au logement, l'accès au droit, l'accès à la santé.
L'idée, c'est vraiment de considérer la personne dans son intégralité et de l'accompagner là où elle a envie d'aller. C'est la personne qui est actrice de son parcours, qui va définir son projet, ses envies, ses besoins, et l'idée, c'est de l'accompagner vers l'autonomie. Et donc, cette association s'est installée, a proposé son projet à Notre-Dame-de-Lauziers. En fait, ce qui est intéressant dans ce cas, c'est que c'est la rencontre entre le volontarisme d'une association, ou peut-être même du tissu associatif un peu en général, et d'une volonté politique et d'un soutien, ou comme on dit, un portage politique très fort. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est ce qui a permis l'installation. C'est-à-dire qu'en 2017-2018, l'équipe municipale avait la volonté de faire quelque chose, mais absolument aucun moyen pour le faire, aucune culture de cette action-là, aucun service. Enfin, on a une secrétaire de mairie, 2 employés qui s'occupent des espaces verts, et ça s'arrête là. Donc en fait, les élus sont la plupart du temps pas indemnisés. Il n'y avait aucun moyen d'ingénierie pour monter un projet. Et là sont venues 2 porteuses de projets qui, elles, avaient cette expérience, cette compétence et cette envie de faire quelque chose. Elles ont démarché un certain nombre de communes sur le territoire. Et chez nous, les planètes se sont alignées. Il y avait une commune qui avait envie de faire quelque chose, un maraîcher qui était déjà installé et qui avait envie d'embarquer dans cette histoire et de transmettre son exploitation et de passer à quelque chose qui avait plus de sens pour lui. Du foncier agricole, du foncier bâti. On avait des bâtiments certes vétustes, mais qu'on pouvait mettre à disposition de ces porteuses de projets, et donc les planètes se sont alignées. La condition pour le maire, c'était d'avoir vraiment un soutien fort du conseil municipal, que chacun s'engage à porter ce projet-là de façon ferme, et on y est allé, malgré des réticences de la population, on y est allé. Donc si on comprend bien, c'est un projet qui d'abord est ancré dans l'insertion par le travail, par l'emploi. Tout à fait. Donc maraîchage et la boulangerie. Donc ça, c'est le premier frein pour accueillir ces personnes. Souvent, la première difficulté, c'est que c'est difficile d'accéder à l'emploi. Donc ça, c'est la première question à laquelle c'est attaqué, entre guillemets, cette association. Donc ça, avec une réussite certaine. Oui. Alors, le projet initial, c'était vraiment de proposer un emploi et un logement en même temps. Parce qu'on sait que la situation de logement ou d'hébergement des personnes qu'on accueille, même si elles sont, alors pour rebondir un petit peu sur ce qu'a dit Camille Gardès, ce sont des personnes réfugiées. Elles ont un titre de séjour puisqu'elles ont le droit de travailler. En France, les personnes qui n'ont pas de titre de séjour, alors bon, je vais passer un peu les détails techniques, mais elles peuvent obtenir le droit de travailler au bout d'un certain temps, même si elles sont encore en demande d'asile, mais globalement, les personnes qui ont le droit de travailler, ce sont des personnes qui ont un titre de séjour. Donc nous n'accueillons dans l'association et à notre corps défendant que des personnes qui ont un titre de séjour qui sont en situation régulière. L'idée, c'était de se dire, ces personnes-là, elles ont aussi besoin de se loger dignement. Et effectivement, vous abordiez la question du logement indigne, des marchands de sommeil. L'idée, c'était vraiment d'avoir une solution pérenne qui permette de se poser, d'avoir un cocon pour se construire un parcours d'intégration en France. Et ça passe aussi par un logement digne. Et donc, le projet, c'était de proposer logement plus emploi. On se rend compte en fait que les personnes qui viennent travailler à terreaux locaux sont déjà là depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, qu'elles ont déjà construit des solidarités communautaires, des amitiés, des habitudes souvent en ville, à Grenoble, et qu'elles n'ont pas forcément envie de venir s'installer à la campagne. Mais pour celles qui ont envie ou besoin d'une solution, l'association a développé un certain nombre de solutions qui vont de l'hébergement chez les habitants, donc de façon un peu temporaire, quelques mois ou même quelques semaines ou quelques soirs par semaine si l'activité, puisqu'il y a un marché hebdomadaire, donc parfois c'est un peu tard, ils ont besoin de rester dans le village. À l'intermédiation locative, donc l'association a le droit légalement de louer des logements dans le parc privé et de les sous-louer aux salariés qui sont accueillis dans l'association. Donc ça, c'est une solution très sécurisante aussi pour les propriétaires, puisque l'association garantit les loyers, garantit un accompagnement, la remise en état du logement à l'issue du bail. Et ça représente à peu près combien de logements en intermédiation locative Aujourd'hui, alors ça varie tout le temps, puisque c'est vraiment en fonction des besoins des salariés. Okay. Je dirais peut-être 3-4 en ce moment. Dans la commune? Alors non, c'est vraiment là où les personnes ont envie d'habiter. Okay. Voilà. Donc le plus souvent, c'est en ville. Il y a des solutions qui sont trouvées aussi dans les petites villes alentours, voilà, en fonction des projets des gens. On est vraiment sur cette idée que le parcours il doit être construit avec les gens en fonction des besoins. On ne peut pas décider de les faire venir à la campagne parce que c'est là qu'ils ont leur travail. En fait, ils sont là pour 2 ans.
Donc ça sert à rien de les extraire de leur réseau pour ensuite aller... Oui, les contrats sont de 2 ans. Voilà. Donc néanmoins, on entend bien, c'est le choix des personnes. Néanmoins, il y a un projet assez intéressant en cours de développement dans la commune de Notre-Dame-de-Lauzier. Donc c'est un projet de logement. Comment on peut le décrire? D'abord, ça s'appuie sur un foyer communal, donc une propriété de la mairie. Oui. Donc, comme je le disais, la commune a pas mal de foncier qu'elle a hérité des communautés religieuses qui ont quitté le village il y a quelques années, et notamment un foyer communal qui restait inoccupé depuis plusieurs années. Et depuis 2005, la commune avait en projet d'en faire des logements sociaux, mais aucun bailleur social n'avait envie de s'en saisir. Donc le projet était resté dans les cartons pendant 20 ans, et à l'arrivée de terreaux locaux, qui donc avait en projet de proposer des logements en plus d'un emploi. Le projet est ressorti et un bailleur social qui est pluraliste s'est engagé, et vraiment le projet a mis... donc ils ont commencé à travailler dessus en 2019 et les travaux ont commencé en début d'année 2025, donc ça a été une grosse volonté à la fois de la commune, de l'association, mais aussi du bailleur social de ne pas lâcher l'affaire pour réussir à boucler le financement de ce projet et à créer. Donc il y a 7 logements sociaux qui sont en cours de création, et c'est un programme mixte, c'est-à-dire que l'association Terreaux Locaux s'est rendu compte que finalement, elle n'avait pas besoin de 7 logements pour les personnes qui venaient travailler, 2 lui suffisaient. Donc il y a 2 logements fléchés terreaux locaux en intermédiation locative, 2 logements de droit commun pour toutes les personnes du territoire, et elles sont nombreuses qui ont besoin d'un logement social. C'est très très peu d'offres de logement social en milieu rural. Et puis 3 logements inclusifs, puisqu'on est sur un territoire vieillissant et qu'il y a des personnes âgées qui ont besoin de quitter leur grand logement un peu isolé pour se retrouver à proximité d'un centre-bourg, et là en l'occurrence d'un EHPAD. Donc on est sur un programme vraiment mixte qui a été long à monter, et parce qu'on ne rentrait pas dans les cases. On rentrait dans les cases ni du logement des exilés, ni du logement inclusif, parce que c'était pas suffisant. Et donc l'idée, c'était vraiment d'essayer de mélanger et de répondre au plus près aux besoins de l'ensemble des habitants. Il y a un truc qui est très fort, c'est de se dire quand on fait quelque chose dans un tout petit village, il faut que ce soit au bénéfice de tout le monde. Et ça, c'est vraiment c'est vraiment un peu le fil rouge de l'action qu'on mène, quoi. Donc vous voyez là une image donc de ce village, et donc justement de ce site des futurs logements, donc qui sont en travaux actuellement, c'est ça, livraison donc, février 2026. Donc on voit que c'est un projet de longue haleine. Donc en quelques mots quand même sur le montage de ce projet, comme on dit. Donc ce foyer communal a été cédé au bailleur social. Transmis. Ouais. Donc, mais une transaction, il n'a pas été donné, c'est ça Alors, c'est un peu technique, mais en gros, on leur a vendu, puis on leur a donné une subvention équivalente au montant de la vente. Voilà. Il y a eu également des financements étatiques qui ont été... Alors, au départ, les financements devaient être fléchés uniquement sur les logements pour les personnes exilées, et on a eu un soutien de la délégation interministérielle à l'accueil et à l'intégration des réfugiés, la DIER, qui a permis de financer l'ensemble des logements. Voilà. L'idée, c'était de se dire, nous, à toute petite échelle comme ça, on ne peut pas rentrer dans des programmes nationaux. Donc il faut lever les verrous et aller chercher des solutions. Il y a l'Interco qui a mis un peu d'argent pour les logements également. Le tour de table financier a été long. Oui, c'était ça la difficulté principale. Oui. Ouais. D'accord. Sachant qu'aujourd'hui, les logements sont quasiment assurés d'être remplis dès leur livraison. On a déjà des gens qui se sont positionnés sur les logements de droit commun, sur les logements inclusifs, et Terreaux Locaux qui sera locataire des deux appartements en intermédiation locative. Donc en fait, le programme, il est assuré d'être rempli, mais en revanche, pour financer les travaux, c'était compliqué. Donc Camille, on a entendu le rôle central d'un acteur associatif dans cette politique d'accueil, avec le soutien bien sûr de l'équipe municipale, mais c'est quand même ce qui frappe avant tout. Est-ce que finalement l'action publique est en situation de dépendance du secteur associatif quand il s'agit d'accueillir des exilés, ou est-ce à quel point elle contribue financièrement ou d'une autre manière pour ce faire ? Oui, alors bon, là il y a bien sûr une multitude de situations possibles en fonction des contextes locaux et du volontarisme politique local, parce que là c'est quand même assez particulier en réalité. Non pas que ça n'existe pas ailleurs, mais il y a manifestement une véritable volonté de s'engager dans ce processus.
peut-être une chose que je pourrais dire, c'est que avant de rentrer un peu sur des particularités, il y a une chose qui est frappante depuis 2015. Alors ça existait auparavant, hein, évidemment, on fait beaucoup de démarrer les choses en 2015 parce que c'est un moment de visibilité des problématiques d'accueil, des carences institutionnelles de l'accueil, notamment avec l'apparition de paysages urbains dans des métropoles de campements, de rues, effectivement. Mais bon, voilà, c'est en fait des phénomènes et des politiques qui s'inscrivent au long cours. En tout cas, depuis 2015, ce qui est frappant, en effet, tu as raison, c'est l'émergence d'une mobilisation de la société civile, pour le dire d'abord avec un terme un peu large, en soutien aux personnes exilées et en soutien, voire parfois pour pallier les déficits justement institutionnels et de l'action publique en termes d'accueil dans plusieurs domaines, notamment celui de l'hébergement. Et donc il y a un développement assez spectaculaire d'hébergement voilà, qui qualifie plutôt de solidaire, hébergement citoyen, enfin il y a plusieurs terminologies. Et ça, je voudrais juste préciser que c'est vraiment autant à Paris qu'en effet dans des petites communes rurales, dans des petites villes, dans des villes moyennes. Enfin c'est assez réparti, je veux dire, sur le territoire. Ouais. On arrive à l'évaluer quand vous dites spectaculaire, ça veut dire que c'est partout, mais finalement, quelle est l'efficacité de cette mobilisation ? Ouais, alors moi, je ne connais pas de données quantitatives exactes, donc je ne pourrais pas vraiment le dire. Ce que je peux dire, et c'est vraiment une approche qualitative qui est la mienne et des recherches que je connais, comme celle d'Évangéline Masson-Diez, par exemple, c'est que en termes d'hébergement, les habitants et les habitantes prennent très régulièrement le relais de l'action publique, en particulier pour les personnes les plus précaires administrativement. Donc si je reviens, et c'est un peu aussi ce que vous disiez d'une certaine manière, même si vous expliquez bien que ce n'est pas tout à fait votre position initiale, mais en fait, pour les personnes statutaires, pour les personnes notamment réfugiées, mais aussi demandeuses d'asile d'une certaine manière, il est plus facile de trouver des financements publics, donc de tirer l'action publique pour proposer des hébergements qui peuvent être des hébergements très peu pérennes, très instables, voire insalubres. Hein, c'est pas, mais bon, voilà. En revanche, pour les personnes les plus précaires administrativement, on parlait des Dublinés tout à l'heure, on peut parler des personnes déboutées de l'asile ou qui sont en recours, c'est-à-dire qui se sont vues refuser une première fois leur demande d'asile et qui font un recours à la Cour nationale du droit d'asile, pardon. Là, il y a très peu de solutions qui relèvent de l'action publique et donc il y a une très forte délégation, moi je dirais plutôt, la question de la dépendance, faudrait que j'y réfléchisse un peu, mais en tout cas, je pense qu'il y a une forme de délégation qui est plus ou moins construite, délégation de la responsabilité publique, notamment en matière d'hébergement, vers la société civile. Et ça pose tout un tas de questions, évidemment, parce que c'est une délégation qui se fait de manière informelle dans la plupart des cas. Alors il y a eu quelques moments où des programmes nationaux ont tenté précisément d'organiser, d'encadrer. Il y a quelques associations, il y a un autre chercheur qui s'appelle Clément Lucioni qui a travaillé là-dessus, qui ont vraiment formalisé l'accompagnement vers l'hébergement. Mais dans beaucoup de cas, c'est quand même des questions qui s'opposent en termes de cadre. Quel est le cadre autour de ces enjeux d'hébergement? Quelle est la formation, évidemment, des personnes qui hébergent aussi? Les moyens dont ils et elles disposent? Et puis, la question qui se pose beaucoup, que se posent beaucoup les associations et les bénévoles et les militants-militantes, c'est est-ce qu'il faut se substituer à l'État? C'est-à-dire que d'une certaine manière, dans cette logique de mobilisation, leur action est nécessaire alors là on parle d'hébergement, mais on peut le déployer sur plein de choses. Hein. C'est l'apprentissage du français, c'est l'accompagnement administratif, la santé, absolument, tout à fait. C'est le point sur lequel je voulais juste qu'on revienne un peu à Notre-Dame-de-Lausier en l'occurrence, enfin en particulier. C'est vraiment le fait que quand on dit accueil, on ne parle pas que de la situation de logement ou d'hébergement. On parle aussi de l'emploi, de l'accès à la santé, de cours, de langue, etc. Donc on voit bien que accueil, c'est une notion qui est très plurielle et qui est vaste et qui nécessairement doit l'être pour fonctionner. En fait, en effet, alors il y a tout donc du point de vue de l'État, mais j'y reviendrai peut-être un peu après, il y a une logique d'action publique, d'accès à l'hébergement et au logement de ces personnes par la dispersion à l'échelle nationale. Mais j'en reparlerai un peu. Juste après. Simplement, voilà. Mais en fait, ce que tu dis m'évoque une personne que j'ai rencontrée qui avait été justement envoyée dans une
une petite ville, 8000 habitants, dans un parcours qui venait de la jungle de Calais, donc qui n'avait pas vraiment prévu de s'installer là, qui dépose une demande d'asile, qui in fine obtient le statut de réfugié, qui ensuite obtient un logement social précisément dans cette commune. Et sur le papier, c'est un parcours qu'on dirait positif du point de vue d'un travailleur ou d'une travailleuse sociale, du point de vue d'un bailleur aussi, bien sûr. Mais en fait, cette personne, ce qu'elle expliquait, c'est que une fois qu'elle s'est retrouvée seule dans son appartement, alors certes appartement social, donc sécurité du logement, certes avec un statut de réfugié, donc stabilité administrative, en fait, elle a été totalement envahie. Alors bon, je suis pas psy, donc je vais pas donner de diagnostic, mais parce qu'elle décrivait comme des formes de dépression anxieuse, enfin en tout cas d'angoisse, de dépression, d'isolement. Vous en parliez aussi, la question du désœuvrement, de l'isolement est assez fondamentale. Et donc, c'est quelqu'un qui a, in fine, choisi de quitter son logement social et de retourner dans le locatif privé en intégrant une colocation. Ce qui était un peu effrayant du point de vue du travailleur social qui l'accompagnait, parce qu'il lui disait non, surtout ne lâche pas le logement social, pourquoi tu retournes dans le locatif privé? Bien sûr, c'est beaucoup plus risqué, mais lui disait en fait, je ferais beaucoup mieux. En effet, et donc c'est vraiment cette idée, voilà, ce que tu dis, que en fait, le logement ou l'hébergement, c'est pas seulement un toit, c'est pas seulement un dispositif matériel, mais c'est aussi en effet à partir du profil, des histoires des personnes, réfléchir à autre chose, quoi. Oui. Oui, merci Camille. Non, mais donc c'est bien ce que met en lumière l'action de Terreau Locaux et ce qui se passe à Notre-Dame de Lauziers. Catherine. Oui, alors merci pour ces analyses et témoignages. La deuxième séquence qu'on voulait aborder, c'était un peu l'échelle de la gouvernance. Et voilà, je disais dans mon introduction que la compétence de l'accueil des personnes exilées, souvent confondue avec la politique migratoire, etc., était une compétence d'État. Il y a aussi des situations, comme on vient de le voir, qui sont reprises par la société civile, par des collectivités. Est-ce qu'on peut revenir sur cette action de l'État et aussi, est-ce que finalement, vous venez de dire un peu le contraire, mais est-ce que la question des personnes exilées, c'est une question d'abord urbaine, parce qu'elles arrivent plutôt dans des lieux, dans des grandes métropoles, peut-être parce que c'est là où sont les aéroports, parce que j'en sais rien, ou parce que c'est là qu'on pense qu'on va pouvoir trouver une forme de sociabilité, un réseau, du travail, etc. Et puis comment en fait l'État organise cette répartition forcée ou cette forme d'invisibilisation. En fait, ces personnes ne sont pas les bienvenues et l'État essaye de faire qu'elles ne se voient pas dans l'espace public ou dans l'espace politique. Alors, 2 éléments de réponse. En effet, moi, il me semble que savoir si l'immigration est davantage un phénomène urbain, en fait, ça rejoint la question c'est sans doute davantage un phénomène métropolitain, au sens où c'est probablement, assez logiquement, les métropoles, donc Paris, mais ça peut être aussi d'autres, évidemment, et c'est le cas dans tous les pays, des lieux de ressources. De ressources, en effet, économiques, potentiellement, vous le disiez aussi, de ressources administratives, parce que dans une large mesure, c'est les guichets, notamment les guichets de l'asile, de ressources de sociabilité potentiellement, et donc il y a une logique en fait de cette installation spontanée dans des métropoles. Après, il existe évidemment une immigration vers la campagne, les communes rurales, qui est très ancienne d'ailleurs. Il y a une thèse qui a été soutenue il y a quelques temps de Julie Fromentin qui raconte ça dans un travail de recherche associé à un groupe de recherche qui s'appelle Camigri, qui parle vraiment de l'immigration vers les campagnes. Enfin, il y a plein de travaux, je ne vais pas tous les citer, mais donc ça existe de manière spontanée. Mais là, effectivement, ce dont, en tout cas, moi, je vais parler, c'est peut-être un tout petit peu différent d'ailleurs de votre programme. C'est en effet plutôt d'une logique d'action publique centralisée qui repose sur l'idée de répartition et justement qui repose sur l'idée d'éviter les effets de ce que l'État appelle la concentration. Donc il y a en fait cette logique spontanée d'installation de personnes, en particulier en Île-de-France,
ou à Paris. Donc, il y a vraiment une inflexion politique assez forte là-dessus. En 2022, Emmanuel Macron parlait d'une formidable opportunité à l'idée qu'on pourrait justement faire, en quelque sorte, matcher des problématiques résidentielles, de vacances résidentielles ou de manque de dynamisme démographique dans certaines collectivités, et le fait que des personnes manquaient de logement étaient non hébergées à Paris. Il avait dit aussi qu'il n'y aurait plus personne à la rue à Noël. Absolument, absolument. Oui, tout à fait. Et en fait, cette idée de formidable opportunité, bon, déjà, c'est une vision très utilitariste, quand même, des personnes immigrées elles-mêmes et des villes aussi, d'une certaine manière. Et puis, par ailleurs, il le dit en 2022, mais en fait, c'est pas nouveau du tout. C'est quelque chose qui est assez ancien. Il y a des travaux comme ceux de Camille Guenbeau, Olivier Clochard, qui montrent que depuis le début des années 2000, autour de Calais, c'est cette logique de répartition systématique qui est menée par l'État. Et c'est vrai que depuis 2015, ça s'est systématisé, institutionnalisé. En 2023, la création des SAS régionaux, par contre, pardon, c'est toujours un peu jargonneux, mais en fait, ce sont des dispositifs justement qui visent à envoyer les personnes qui sont dans des campements de rue parisiens ou dans des hébergements d'ailleurs parisiens en dehors de l'Île-de-France. Évidemment, la perspective d'organisation des Jeux Olympiques de Paris a renforcé, accéléré ce processus de dispersion à l'échelle nationale. Donc, c'est vraiment une logique de gestion publique en elle-même. Voilà, donc c'est ça qui est peut-être... c'est pas tout à fait la même chose que des logiques spontanées qui peuvent exister aussi, en effet. Et donc, oui, pardon, juste pour terminer, de ce fait... Alors, il y a deux choses, pardon. De ce fait, elles s'imposent assez fortement aux personnes. Donc ça, c'est une chose peut-être dont on parlera après. Et par ailleurs, en effet, elles relèvent quand même d'une gouvernance extrêmement centralisée et encore très descendante. En fait, alors à l'échelle européenne, il y a l'idée qu'on a, il y a des auteurs qui ont théorisé l'idée du local turn, c'est-à-dire l'idée qu'il y a un tournant local de la gouvernance des migrations avec plus de pouvoir donné aux villes. Là, on voit que vous arrivez à faire des choses à un niveau municipal, sans aucun doute. Malgré tout, dans les recherches que j'ai pu mener, par exemple avec notamment Christine Lelévrier, on a bien vu qu'il y avait quand même un poids du national, de l'instance nationale de décision sur ces logiques de répartition, sur les moyens qui sont alloués, et aussi parce que c'est quand même les catégories administratives de l'État qui président beaucoup ensuite à l'accès au logement et à l'hébergement. Donc en gros, en France, pour le dire très vite, le rôle de l'État reste vraiment prépondérant dans ces politiques. Oui, et donc Isalia, vous disiez que vous aviez eu un soutien d'une direction interministérielle et vous avez forcément eu des rapports avec la préfecture sur le sujet, donc oui. Quelle était leur teneur, disons? Alors c'est ce que j'allais dire, en fait nous on a vraiment, mais pour le coup, bénéficié de cette volonté politique nationale qui était de dire, effectivement, pour le dire vite, on met les étrangers à la campagne, on les sort des grandes villes, on les cache. Donc on n'est pas dupe, on est aussi le bon exemple, l'exemple qui marche, l'exemple qu'on met en avant. Pour autant, je pense que, et c'est ce qu'on a un peu développé nous comme plaidoyer, ça peut être une solution parmi d'autres. Ce qu'on constate nous, c'est quand même que les personnes qui viennent retrouvent un semblant de cadre affectif, amical, ils disent c'est la famille. Voilà. Donc c'est aussi des choses qui participent à la reconstruction. On sort de l'anonymat des grandes villes. On a un réseau d'habitants qui vient en soutien. Donc on a un accompagnement non seulement institutionnel, mais aussi solidaire, citoyen, social. On a eu un soutien très fort de la préfecture, des services de la DETS, puisqu'on dépendait d'eux pour l'insertion par l'activité économique. La préfecture a toujours été très, très soutenante aussi à des moments où l'équipe municipale a pu être un peu attaquée. Donc voilà. Par l'extrême droite. Mais du coup, de l'extérieur du village Oui. En fait, le projet a quand même fait un peu de bruit, donc a bénéficié d'une couverture médiatique nationale, et c'est vrai qu'il y a eu quelquefois des attaques sur les réseaux sociaux. Bref, c'est pas un très gros sujet, il n'y a pas eu des choses très violentes ou très, très pérennes, mais à chaque fois qu'il y a eu des petites alertes, on a pu bénéficier du soutien de la préfecture. Donc oui, voilà, on peut être un peu instrumentalisé. Pour autant, je pense qu'il y a vraiment des choses qui peuvent notamment en termes de reconstruction pour les personnes qui arrivent chez nous. Je pense que le petit cocon qu'on propose, il peut être pertinent. Voilà. Alors justement, par rapport aux personnes qui sont concernées, en ville, enfin notamment à Paris, disons que c'est la situation que nous ici on connaît le plus, on a l'impression que ces personnes sont pas bien traitées, voire maltraitées, quand elles sont dans des campements.
On leur demande de monter dans des bus. Elles ne savent pas où vont ces bus. Et puis l'alternative, c'est le bus et vous serez relogés. Mais où, comment, elles ne savent pas, ou pas de bus. Et, vous êtes à la rue et pas de prise en charge. Donc on a l'impression qu'il y a quelque part une violence très forte et puis de ce que vous décrivez, une bienveillance très grande. Alors je pense que c'est pas si binaire que ça. Il y a eu un endroit en Bretagne notamment où il y a eu des oppositions très fortes. Il y a un film un peu bêta là, en ce moment qui raconte bien ça. Ça s'appelle Les Barbares, je crois. Qui est un village qui attend des Ukrainiens, puis c'est des Syriens qui arrivent et du coup ça révèle un peu sur un mode de comédie toutes les oppositions possibles et la bêtise très forte aussi. Donc enfin voilà, je voulais un peu revenir là-dessus sur le ressenti et sur cet accueil qui est peut-être plus facile dans une petite communauté, mais pas forcément en fait. Alors moi, la vraie question pour nous, c'est la question des moyens financiers. C'est-à-dire que oui, on peut faire de l'accueil en milieu rural, oui, on peut proposer des petits temps de reconstruction, mais ça demande des moyens humains très forts, des moyens structurels, des moyens financiers, des moyens pour accompagner les gens, des moyens de mobilité, parce que la question de la mobilité est très forte chez nous, pour permettre l'accès aux droits, l'accès à la santé, l'accès au logement, évidemment. Ça peut être une bonne idée, ça peut être aussi une fausse bonne idée, quoi, de mettre les gens à la campagne. Donc, sans leur demander leur avis, en fait, c'est ça Mais même en leur demandant leur avis. Mais si on leur demande leur avis, mais qu'il n'y a pas les moyens à disposition pour leur permettre d'être accompagnés de façon digne et globale, ça ne sert à rien, en tout cas. Et en l'occurrence, pardon Camille, mais en l'occurrence, comment arrivent les personnes qui sont employées par terreaux locaux ou comment est-ce qu'elles arrivent jusqu'à Notre-Dame-de-Lauzier, d'ailleurs à tous les points de vue, même très concrètement. Ouais. Alors très concrètement, elles sont orientées par les prescripteurs, donc mission locale, pôle emploi, assistante sociale, travailleurs sociaux de façon générale, ou elles sont auto-prescrite, c'est-à-dire par le bouche à oreille. J'ai ma copine qui m'a dit que ici c'était bien. Voilà, donc elles peuvent nous solliciter directement, enfin solliciter terreaux locaux directement pour venir travailler dans le chantier d'insertion. De façon concrète, comment elles arrivent par le train qui arrive à 4 km de Notre-Dame-de-Lauzier et puis terreaux locaux a installé une navette qui fait le trajet le matin et le soir pour ramener les personnes qui travaillent à Notre-Dame-de-Lauzier mais qui vivent pour la plupart à Grenoble. Donc si on reprend l'image du bus de Catherine, enfin qui n'est pas le bus de Catherine, hein, mais l'image qui voudrait que à l'évacuation d'un campement à Paris, à Grenoble ou ailleurs, les personnes soient fortement invitées à y monter et ensuite déposées quelque part, entre guillemets. C'est quand même pas tout à fait comme ça que le parcours de ces personnes les amène jusqu'à Notre-Dame-de-Lauzier. Non, mais encore une fois, on parle vraiment de deux réalités très différentes. Nous, on n'est pas sur des personnes qui sont en dehors des circuits. Enfin, il y a beaucoup de personnes, les personnes non statutaires sont des personnes qui sont en fait en attente d'une solution. Il y a quand même une grosse hypocrisie de dire à partir du moment où les personnes sont déboutées du droit d'asile, elles sortent du scope, elles sortent de la vue des politiques publiques. On n'en fait plus rien. Elles sont plus censées être sur le territoire, donc on les regarde plus, on les voit plus, on les prend plus en charge, elles n'ont plus de ressources, plus de logement, plus d'accès aux droits, rien. Et c'est un temps qui s'ouvre pour une durée de 1 an, 2 ans, 3 ans, voire plus, où il se passe plus rien. Elles n'ont pas le droit de travailler, et elles n'ont pas le droit d'être sur le territoire. Donc elles deviennent complètement invisibles et là, pour le coup, elles dépendent complètement de la solidarité des citoyens. Nous, on est avec des publics qui ont le droit de rester sur le territoire, qui ont un titre de séjour, le droit de travailler et qui finalement dépendent du droit commun. Elles sont comme vous, moi, on va avoir besoin d'un logement, mais on a le droit de se loger, on a un besoin de travailler, mais on a le droit de travailler. Et en fait, il s'agit là juste de lever les freins. Alors, c'est pas simple et ça se fait pas du jour au lendemain, mais en tout cas, on n'est plus du tout dans la même logique. On est dans la logique d'accompagner des personnes qui ont le droit de s'installer et de construire leur vie ici. Voilà. Camille, pour revenir sur cette politique d'éparpillement, de dispersion, je ne sais pas comment il faut l'appeler, justement le parcours. Donc, à partir du moment où les personnes sont dans leur tente, leur campement est démantelé, qu'est-ce qui se passe la plupart du temps? Ouais. J'ai 1000 trucs à dire, il faut que j'organise ma pensée. Simplement, ce que je voulais dire, c'est que la question administrative est assez fondamentale, sachant que quand même, dans les campements de rue de Paris, en particulier, en fait, il n'y a pas que des personnes en situation d'irrégularité.
loin de là. Il y a même des gens qui travaillent. Oh, absolument, il y a des personnes qui ont le statut de réfugié, mais qui justement ne parviennent pas à accéder à du logement. Et il y a surtout beaucoup de demandeurs et de demandeuses d'asile qui, donc je le redis, mais ne sont pas en irrégularité sur le territoire français, qui devraient avoir accès à un hébergement dans le cadre de ce qui s'appelle le dispositif national d'accueil. Mais en fait, comme beaucoup d'hébergements de type institutionnel d'urgence, notamment, mais là c'est pas de l'urgence, hein, c'est de l'hébergement d'accueil, c'est un peu différent, c'est saturé, totalement saturé. Donc la rue c'est quasiment un passage obligé quand on est demandeuse d'asile, qu'on arrive à Paris et que par ailleurs on vient de pays pour lesquels finalement il y a assez peu de ressources communautaires déjà en place à Paris. Voilà, donc quand même c'est vrai que les situations sont extrêmement compliquées. Ensuite donc les évacuations de campements de rue sont accompagnées de ce que l'État appelle des mises à l'abri. Donc en effet, ce sont des bus qui attendent les personnes. Alors on leur dit de plus en plus où elles vont. Hein. Dans les premiers moments d'évacuation, on leur disait pas du tout où elles allaient. Les évacuations de la jungle de Calais en 2016, les gens ne savaient pas du tout où ils allaient, absolument pas. Donc ça a été assez terrible pour certaines personnes qui d'un coup ont fait 800 bornes, se sont retrouvées dans un paysage dans lequel elles manquaient totalement de repères. Évidemment, ces délocalisations ne tiennent pas du tout compte des réseaux de sociabilité qui préexistent. J'avais rencontré une famille de personnes ukrainiennes, mais qui avaient fui l'Ukraine en 2014, donc avant que les Ukrainiens et les Ukrainiennes puissent bénéficier d'un statut plus sécurisant, et qui étaient arrivés en France à Strasbourg parce que une partie de leur famille vivait là-bas. À Strasbourg, ils déposent une demande d'asile, il n'y a pas d'hébergement, ils se retrouvent dans un hôtel social. Et puis très vite, ils se retrouvent à l'hôpital parce qu'ils sont complètement dévorés par les punaises de lit dans l'hôtel social. Ils ont quand même 3 enfants, c'est une situation un peu compliquée. Et en même temps, ils disent on aimerait bien rester à Strasbourg puisqu'on a de la famille, puisqu'on ne parle pas français, puisque notre famille peut nous aider à trouver des ressources. Sauf que lorsqu'ils ont déposé leur demande d'asile, on leur a très clairement fait comprendre que soit ils avaient accès à un CADA, c'est-à-dire un centre d'accueil d'hébergement en fait, pour les demandeurs d'asile, mais très loin, soit ils n'avaient rien. Donc, ils ont accepté d'être délocalisés. Ils ont pris un train, en effet. Ils ont pris un train. Ils racontaient qu'ils ne savaient même pas prononcer le nom de la ville où ils allaient arriver. Donc, ils avaient un papier où ils montraient aux gens « je veux aller là, je veux aller là ». Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est par exemple des personnes qui finalement, je les ai rencontrées, ça faisait 2 ans qu'ils habitaient dans cette ville. Et finalement, ils ont un discours plutôt positif sur cette ville. Les enfants sont scolarisés. Bon. Mais en fait, quand même, l'expérience de la contrainte, du non-choix, ça reste quelque chose d'extrêmement stressant et qui est une expérience et une épreuve en fait qui est vécue par les personnes. Voilà. Après, c'est une épreuve d'autant plus que l'exil a commencé depuis longtemps, c'est-à-dire le déplacement a déjà eu lieu dans des conditions terribles parfois. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on parle un peu de, je vous le disais tout à l'heure rapidement, le 3e temps de la migration qui est celui de l'installation plus ou moins durable. Effectivement, les personnes peuvent aussi repartir éventuellement, mais en France. Mais on est beaucoup avec des personnes qui ont une émigration contrainte, que ce soit pour des raisons de grande pauvreté, pour des raisons de vraiment persécution, violence, dictature, et qui ont vécu par ailleurs dans les trajectoires migratoires à nouveau potentiellement beaucoup d'événements traumatogènes. Donc, c'est des personnes qui arrivent déjà avec une fragilité. Alors, est-ce que c'est une fragilité psychique? Je ne sais pas. En tout cas, en ayant vécu des événements qui les ont fragilisées. Finalement, elles ne sont pas si fragiles parce qu'elles sont quand même là malgré tout et au contraire très persévérantes. Voilà. Mais ce que je voulais dire, juste pour rebondir sur une chose que vous avez dite qui me paraît très importante aussi, c'est que ce qu'on a vu dans notre recherche, c'est qu'en fait, la logique de l'état de dispersion à l'échelle du territoire national s'applique un peu pour tout le monde. En réalité, quand on regarde un peu précisément la manière dont ça se passe pour les personnes dans les villes moyennes et les petites villes, c'est très différent selon un certain nombre de critères, selon les profils des personnes, notamment ce qui revient beaucoup, alors je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez rencontré, mais c'est la question de l'âge et la question de la typologie du ménage, pour parler un peu. C'est-à-dire, en gros, quand c'est des hommes seuls, très jeunes, c'est plus compliqué. Et ils ont plus tendance, mais ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans la population française de manière générale, à être mobiles en termes résidentiels. Quand c'est des familles, la sociabilité, par la parentalité notamment, l'ancrage par l'école, favorise plus rapidement un sentiment d'appartenance et d'installation. Et l'autre chose très importante que vous avez dite, que je vais dire avec un mot jargonneux de sociologue, c'est l'habitus résidentiel. C'est-à-dire qu'en fait, les personnes, évidemment, qui ont elles-mêmes déjà vécu toute leur vie dans des territoires ruraux,
bon, en général, ça se passe mieux d'être délocalisé dans un territoire rural. À l'inverse, quelqu'un qui a grandi en métropole est aussi en perte de repères quasiment cognitifs, quoi. Donc en fait, c'est simplement pour dire que, évidemment, c'est pas une mauvaise solution en soi. Simplement, c'est la logique gestionnaire, approche par les flux. On prend des personnes à la rue, on les met là sans tenir compte justement de ces enjeux-là parmi d'autres, qui peut donner lieu à des choses assez terribles, en fait, quand même, pour les personnes. Et alors, pour revenir à l'échelle de la gouvernance, on a beaucoup parlé il y a 2 ans, 1 an, de la décentralisation des politiques du logement. Alors, je ne sais pas si cette politique d'hébergement, d'accueil rentre dans la politique du logement, mais si on s'intéresse au logement quand même, est-ce que certaines collectivités, je pense plutôt à des métropoles, hein, mais peut-être vous avez aussi un avis sur la question, réclament une compétence sur ce terrain-là? Alors sur l'hébergement détaché du droit d'asile, etc., en général, elles n'en veulent pas, parce que c'est considéré plutôt comme un fardeau. Est-ce qu'il y a des avancées? Est-ce qu'il y a des réflexions sur ce sujet? Non, en fait, il y a des initiatives locales, sans aucun doute. Sur la question des compétences en elles-mêmes, encore une particularité, ça va encore un peu compliquer les choses. Quelque chose qui relève du département et en l'occurrence à Paris aussi de la ville, c'est la question des mineurs non accompagnés, où là, pour le coup, oui, là pour le coup, c'est leur compétence directement d'action publique, mais globalement, à Paris par exemple, et dans d'autres territoires aussi, les niveaux de gouvernance se renvoient un peu la balle en disant ça c'est la responsabilité de l'État, je ne peux rien y faire, non mais là c'est la commune qui doit gérer ça, dans une stratégie un peu d'évitement finalement d'être réellement confronté. Après, il y a plein d'ajustements locaux, d'initiatives locales. Vous en avez un exemple parfait. J'ai aussi rencontré des ajustements locaux qui sont plutôt discriminants à l'inverse. Je pense à un territoire dans lequel le CHRS, donc le centre d'hébergement d'urgence et de réinsertion sociale, était en très grande partie sur 90 places. Il y avait quasiment quasiment la grande majorité. C'était des personnes justement dublinées ou déboutées. Et en fait, la gestionnaire du centre m'expliquait quelque chose qui est donc tout à fait illégal, mais qu'elle avait convenu avec la préfecture, qui était d'interdire de ne prendre aucune personne dublinée ou déboutée dans le dispositif d'hébergement d'urgence, en ayant cette formule en disant « ils embolisent le dispositif ». Donc en fait, c'est totalement illégal puisque en théorie, c'est pas quand même, je veux dire, légalement, l'hébergement d'urgence est inconditionnel, n'est absolument pas conditionnalisé par le statut administratif. Mais là, il y avait une décision qui était prise conjointement par la préfecture et la gestionnaire du centre de dire on prend plus personne qui a ce statut administratif. Voilà. Donc les ajustements locaux, en fait, ça peut aller dans les deux sens, quoi. Et Isalia, vous faites partie d'un réseau qui s'appelle l'Envita, donc c'est l'Association nationale des villes territoires d'accueil, donc des villes sanctuaires ou des villes refuges. Et ça, c'est très important parce que l'extrême droite est quand même pas très loin d'arriver au pouvoir sur le territoire national, mais aussi sur des territoires locaux. Au municipal, on va voir ce qui se passe. Donc, cette association, elle fonctionne comment? C'est une association qui a été créée en 2018 et qui a effectivement pour vocation de rassembler toutes les collectivités, donc villes, mais aussi intercommunalités ou métropoles, qui prônent un accueil inconditionnel. C'est-à-dire, il y a combien de villes à peu près? 90 collectivités aujourd'hui, plus des élus à titre individuel, puisqu'on peut être par exemple élu de l'opposition dans un département, une région ou une commune et adhérer à titre individuel pour défendre une politique de l'accueil inconditionnel. L'idée, c'était vraiment de mettre en relation les collectivités, de faire du partage d'expériences. Je voulais juste compléter sur le fait qu'effectivement, il y a des communes qui se saisissent de ce besoin de logement et qui parfois même se retournent contre l'État. C'est le cas de 6 grandes villes en France qui ont dit « Ok, nous, on ne va pas laisser les gens à la rue, donc on met en place les dispositifs. On a des politiques volontaristes à ce niveau-là, mais c'est la compétence de l'État et donc on attaque l'État pour que l'État nous rembourse. » Donc ça, c'est une procédure qui a été lancée par 6 grandes villes l'année dernière et qui commence à aboutir à des demandes de remboursement auprès de l'État. Parce que les tribunaux administratifs donnent raison aux communes puisque c'est une compétence étatique. C'est le cas à Grenoble. Ils ont gagné? Oui, c'est le cas à Grenoble, Bordeaux, et puis il y a d'autres villes qui sont en train de Est-ce que l'État aurait une dette envers Notre-Dame-de-Lausiers? Alors Notre-Dame-de-Lausiers, non, mais Grenoble, oui. Grenoble a gagné là en mars 2025.
sur le fonctionnement de l'Envita. Donc c'est vraiment une association qui permet du partage d'expériences, du plaidoyer à l'échelle nationale mais aussi à l'échelle européenne, qui propose des outils, des formations, qui édite des guides de bonnes pratiques. On met en commun en fait nos pratiques. Il y a pas mal de temps de travail collectif pour mettre en commun nos pratiques, pouvoir soutenir aussi d'autres communes qui auraient envie de se lancer dans des politiques d'accueil mais qui n'auraient pas l'expérience pour ça. C'est aussi du soutien, on a parlé de Calax, Saint-Brévin, les communes qui ont eu des projets d'accueil et qui se sont fait attaquer très violemment. Donc là, l'idée, c'est aussi de venir en soutien aux élus, de pouvoir faire corps, en fait. Et vraiment dans cette perspective qu'à l'approche des prochaines municipales, il faut qu'on soit prêt. donc voilà, avec pas mal de mises en commun de ressources là-dessus. Merci. Je vais continuer donc pour ouvrir notre troisième séquence, donc plutôt autour de l'expérience de l'exil et l'installation et l'enracinement peut-être dans une commune rurale, donc pour faire redescendre donc cette question de gouvernance nationale vers le local. Mais d'abord sur l'expérience de l'exil, Camille, dans un premier temps, ce que vous écrivez dans un travail que vous avez fait pour Médecins du Monde, à l'issue d'un terrain dans la permanence psychosociale à Paris, et je vous cite, c'est que la question résidentielle envahit toutes les histoires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça envahit, donc là il y a quelque chose de très négatif. Oui. En fait, donc, en effet, je travaille la question toujours de l'hospitalité en ville et du parcours d'exil, mais du point de vue de la santé psychique. Et donc, dans une enquête ethnographique en immersion à la permanence psy de Médecins du Monde, mais aussi dans une enquête plus classique auprès d'autres structures de soins en santé psychique à Paris pour les exilés très précaires. Il y a une chose qui est extrêmement frappante que disent à la fois les patients, les patientes et les praticiens et les praticiennes, c'est qu'en fait, c'est presque contre-intuitif, mais les personnes qui viennent consulter déposent, en tout cas explicitement, en priorité leurs conditions de vie actuelles, et parmi celles-ci, la question de la vulnérabilité résidentielle, des conditions résidentielles, occupe une très grande place. Et quand je dis que c'est contre-intuitif, c'est parce que, on l'a dit tout à l'heure, c'est des personnes, pour beaucoup d'entre elles, qui vraiment ont des trajectoires de vie, trajectoires migratoires extrêmes, parfois très violentes, en tout cas souvent qui aussi ont été confrontés à des expériences très traumatisantes. Donc on pourrait se dire, la consultation psy est un moment d'aborder justement ces questions-là, il y a du stress post-traumatique pour une partie importante de cette population. Et en fait, non. Ce qui envahit les consultations, pour reprendre les termes aussi de praticiens, de praticiennes, ce qui prend toute la place, c'est la question du social, c'est la question des conditions de vie actuelles, et c'est la question notamment résidentielle. Pour vous donner un exemple, alors évidemment, les campements de rue, c'est des conditions résidentielles qui sont terribles, à plein de dimensions, et notamment psychiques, mais en fait, il ne faut pas sous-estimer aussi ce que peut provoquer la cohabitation contrainte dans des dispositifs d'hébergement, qui peuvent d'ailleurs être plus ou moins insalubres. Je pense à ce monsieur iranien qui racontait qu'il partageait sa chambre depuis 1 an et demi avec un autre monsieur qui lui était afghan et qui se réveillait chaque nuit en hurlant parce qu'il faisait des cauchemars. Et en fait, ça le poussait dans évidemment des réminiscences très très fortes, et puis une situation où vraiment ce qu'il expliquait, c'est qu'il disait, moi je suis désespéré, je ne peux plus vivre ça. Donc en fait, je vais retourner à la rue parce que oui, j'ai un toit, mais je partage ma chambre avec quelqu'un qui n'est pas pris en charge et qui décompense en permanence. Enfin, il ne le disait pas avec ces termes-là, mais en tout cas, c'était une souffrance réelle pour lui et c'était son obsession. C'est-à-dire que la seule chose dont il venait parler, c'est ça. Alors ça ne veut pas dire que les autres sujets, évidemment, ne sont pas traités et soignés par ailleurs, mais ça veut quand même dire, à mon avis, 2 choses importantes. Je vais finir en résumant ça. 1, les conditions de vie, c'est-à-dire la manière dont les politiques migratoires et les politiques urbaines rendent possible les conditions résidentielles, créent de la détresse psychique pour les personnes exilées. Et 2, ces conditions de vie, ça je voudrais vraiment le dire aussi, empêchent le soin de traumatismes préexistants. Parce que ce que disent aussi beaucoup les psys, c'est on ne va pas ouvrir la boîte de Pandore des traumatismes et soigner du stress post-traumatique sur des événements précédents, parce que justement, on sait dans quelles conditions non contenantes, en termes matériels et psychiques, les personnes vivent. Voilà. Oui, donc en fait, là où le logement devient la question de l'intime, la sécurité, qui sont 2 conditions nécessaires pour entamer une thérapie. Absolument, oui,
c'est ça, tout à fait. C'est-à-dire que l'idée, en fait, si on prend vraiment le traitement du stress post-traumatique, si donc qui a un protocole, ça peut être un protocole de soins un peu particulier, mais qui va potentiellement plonger les gens dans des réminiscences. Voilà, il y a un moment dans la consultation, puis il y a le moment d'après la consultation. Et ce que disent les petites médecins du monde, c'est bon, voilà, quand on raccompagne les gens à la porte de la consultation, on raccompagne littéralement les gens dans la rue. Et littéralement, on sait que les gens ensuite seront dans des situations très peu contenantes. Par ailleurs, à Paris, vous le mentionniez tout à l'heure, dans des situations quand même de confrontation aux forces de l'ordre et à la violence des forces de l'ordre permanente, quasi quotidienne. Donc c'est assez terrible aussi parce que ça veut dire que c'est des personnes qui viennent se faire soigner pour des événements traumatogènes qu'ils continuent de subir en permanence. La confrontation à la police, la vie à la rue, la délocalisation, la dispersion, la cohabitation contrainte, etc. En fait, toutes les semaines, ils reviennent avec ces éléments-là. Bon, plus évidemment, vivre à la rue, ça veut dire avoir froid, ça veut dire avoir peur de la police, ça veut dire se cacher. Et bon, voilà, on peut imaginer tout ce que ça peut avoir, effectivement, en termes d'intime, de sentiment de sécurité et d'intime de dévastateur, quoi. Oui, en fait, ces personnes, elles n'ont aucune sécurité qui leur est garantie. C'est-à-dire ni une sécurité par le refuge bâti dans lequel elles pourraient être, ni une sécurité justement par les forces de police qui sont censées les protéger. Pas du tout. Et c'est pour ça d'ailleurs que, en réfléchissant à la notion d'hospitalité, évidemment, donc c'est ce que vous venez de dire et c'est ce que je dis aussi, c'est que la question résidentielle est quand même fondamentale. Mais par exemple, ces dispositifs de soins sont aussi des espaces thérapeutiques en eux-mêmes parce que c'est des espaces dans lesquels les personnes viennent consulter des psys, ok, mais aussi ont des temps de répit, de repos, de restauration de l'intime. Des moments où elles sont en sécurité aussi physiquement. Et donc, c'est courant de voir des personnes qui viennent pour leur consultation, mais qui vont rester toute l'après-midi dans la permanence psy. Alors bon, par ailleurs, il y a un espace collectif où on sert du café, du thé, où les gens peuvent se reposer, recharger leur téléphone, se recharger un peu intimement. Donc oui, c'est effectivement, c'est fondamental. Dans la notion du lieu de vie, en effet, c'est pas seulement, encore une fois, juste un toit sur la tête. Et donc même les personnes qui sont en hébergement peuvent apprécier d'aller passer une demi-journée. Alors là, en l'occurrence, c'est un lieu de soins, ça peut être d'autres dispositifs, qui sont des lieux de sécurité psychique aussi. Isalia, sur l'accès aux soins en général, peut-être dans ce qui se passe à Notre-Dame-de-Lausier, pour rebondir sur cette question de la permanence psychiatrique, c'est peut-être pas ce qui est mis en place chez vous, mais... Et peut-être dans quel état arrivent les gens qui arrivent chez vous? Moi, c'est vrai qu'on a beaucoup constaté, alors je rebondis, que ces lieux où se poser, c'est effectivement la fonction de la plupart des associations qui accompagnent les personnes en demande d'asile ou en parcours d'exil. On voit des permanences associatives qui sont sans cesse complètement pleines de personnes qui viennent juste souffler. Et nous, c'était vraiment ce qu'on voulait proposer, alors dans un troisième temps qui est vraiment le temps de l'intégration, mais un espace où les gens se sentent en sécurité et peuvent reconstruire finalement leur intégrité physique, mentale, sociale, affective, de pouvoir, c'est ce que je disais tout à l'heure, reconstruire des liens, se projeter, parce que se projeter, commencer à rêver, commencer à envisager sa propre vie, c'est déjà vraiment se reconstruire après ce parcours-là. Donc les gens qui arrivent chez nous, ils sont dans des situations très variables, je dirais, ça dépend de ce qu'ils ont vécu et ça dépend de comment ils ont été accueillis quand ils sont arrivés en France, de quelle solidarité ils ont bénéficié. Ce que je peux dire aussi, parce que j'ai eu l'expérience d'hébergeuse citoyenne, c'est qu'effectivement ce temps d'accueil, ce temps de faire cocon, de faire corps avec une personne qui arrive et qui est à la rue et qui n'a pas de solution, c'est un temps qui, moi, me semble fondamental et je trouve que l'hébergement citoyen ne peut pas jamais être une solution pérenne, mais que parfois c'est une solution qui permet de juste déposer ce qu'on a à déposer pour pouvoir envisager sereinement la suite du parcours. Voilà. Oui, et sur l'accès à la santé, j'ai un petit exemple, en tout cas une petite perche que je vais vous tendre. Donc, ce qui se passe dans votre village repose beaucoup sur un certain nombre de bénévoles. Tout à fait. Et donc, on se repose aussi où on peut faire bénéficier de l'expertise de ces bénévoles. Et en l'occurrence, quand on est un professionnel de santé et qu'on accepte d'être bénévole, on peut transmettre ou en tout cas agir sur ce levier-là.
Ouais. On a un groupe qui s'appelle Prendre Soin chez nous, un groupe de bénévoles qui s'appelle Prendre Soin et qui est animé par des professionnels de santé, pharmaciens, médecins, mais aussi toutes les pratiques psychocorporelles et voilà, donc des bénévoles qui proposent des ateliers, qui proposent de la mise en relation avec des métiers de santé pour déjà avoir les codes, savoir qui on va voir quand on a le rhume, mais aussi qui on va voir quand on a mal aux pieds. Enfin, c'est pas les mêmes médecins et nous on le sait, mais bon, les gens qui arrivent le savent pas forcément. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir un panorama de qu'est-ce qui se fait en termes d'accompagnement à la santé en France, des ateliers de kinésio, de magnétisme, de massage, d'art-thérapie. Enfin voilà, l'idée c'est vraiment de proposer aussi un temps d'accès aux soins et une autonomisation, parce qu'on sait que quand les gens sortent, il faut qu'ils soient autonomes aussi sur la prise en charge de leur santé. Mais effectivement, chez nous, il y a beaucoup de choses qui reposent sur l'engagement bénévole, et ça c'est quelque chose d'à la fois très bénéfique, parce que ça permet de créer des liens avec un certain nombre de personnes, pas seulement le point d'entrée des accompagnants salariés, mais vraiment un réseau assez dense de bénévoles. On a une 50aine de bénévoles dans un village de 500 habitants, ils n'habitent pas tous le village évidemment. Voilà. Oui, donc en fait là on touche du doigt un peu l'autre versant de la question. On a beaucoup parlé des accueillis, alors plus ou moins bien accueillis. De l'autre côté, il y a des accueillants et des accueillantes, donc des personnes, bénévoles ou non, qui se mobilisent sur leur temps libre. Et donc tout ça est aussi assez remarquable pour ce qui est de Notre-Dame-de-Rosiers. Enfin, vous venez de dire le nombre. Est-ce que c'est, on l'imagine, un engagement qui est difficile? Est-ce qu'il y a beaucoup de turnover dans ce que vous racontez, donc de turnover, c'est-à-dire de gens qui arrêtent pour X ou Y raison, ou est-ce que la réussite de Terreau Locaux, c'est de continuer d'agréger des personnes autour de ce mouvement? Comment ça se passe avec ces accueillants? Alors, ça demande une vraie volonté de dédier du temps de ressources humaines salariées pour gérer ces bénévoles. C'est-à-dire que ça se fait pas tout seul. Avoir beaucoup de bénévoles, c'est aussi avoir des personnes de l'association qui animent ce réseau, qui prennent soin aussi des bénévoles. Il faut aussi prendre soin des bénévoles. Mais à cette condition-là, à la condition de proposer un accueil aussi aux bénévoles, on arrive à faire tenir les gens dans le temps et ils sont contents. On travaille beaucoup sur la réciprocité. Nous, on part vraiment du principe que cette expérience, elle doit bénéficier à toutes les personnes qui s'en approchent. On le fait dans ce qu'on propose, dans le marché, dans les animations, dans les ateliers, parce qu'on a aussi tout un volet de sensibilisation et d'animation, de dynamisation du territoire à Terreau Locaux. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, cette expérience, c'est pas... pardon des raccourcis, mais c'est pas des gentils Français qui vont accueillir des pauvres petits exilés. C'est vraiment comment on construit ensemble une chance pour ce village-là et pour le territoire autour. Et vraiment, cette question de la réciprocité, elle est importante. Moi, quand je vais au marché, ça me rend service, en fait, d'aller chercher mes légumes qui sont produits juste à côté de chez moi. Donc, c'est un vrai service pour moi. Voilà. Et on essaie de construire ça et de développer ça dans toutes les actions. Mais ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que en fait, les gens acceptent bien les choses dont ils considèrent ou dont ils constatent qu'elles leur servent aussi. C'est peut-être une cynique manière de raisonner en forme d'intérêt, mais néanmoins l'intérêt peut être général et partagé. Et en fait, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi beaucoup dans le logement, c'est-à-dire que les gens qui s'opposent à certains projets de logement, c'est souvent parce qu'ils n'y ont pas accès eux-mêmes ou parce que leurs proches ne pourraient pas y avoir accès, donc ils se sentent exclus. Et finalement, quand ils s'aperçoivent que la présence de nouveaux voisins ou le développement de nouveaux équipements parce qu'il y a des nouveaux voisins et des nouveaux programmes, etc., quand ils s'aperçoivent que ça peut leur bénéficier aussi, ils l'acceptent plus facilement. Donc c'est un comportement assez humain finalement, mais pour une fois assez bénéfique. Je crois que effectivement ça c'est un point de vigilance très important pour nous, c'est de se dire on peut jamais reprocher à Terreau Locaux de ne faire des choses que pour les personnes exilées. Mais finalement, c'est plutôt la force du projet. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est une vision un peu utilitariste, mais c'est aussi travailler de façon générale sur les propositions en direction des personnes en situation de précarité, d'où qu'elles viennent. Et je pense que quand on regarde les politiques
sociale ou de logement de façon générale, ne pas penser en termes de catégories de population, ne pas opposer, ne pas monter les catégories de population les unes contre les autres, c'est plutôt une bonne stratégie. Et puis, moi, je suis contente d'être utile, donc je pense aussi que les gens qui bénéficient des dispositifs sont contents eux-mêmes de trouver leur place et d'être utiles d'une façon ou d'une autre. Je pense que les personnes qui viennent travailler à Terreau Locaux, être utiles, participent aussi de leur parcours et de leur reconstruction. Oui, c'est une manière de fabriquer de la cohésion sociale. Hein. C'est la démocratie peut-être. Camille, sur cette question de l'engagement, est-ce qu'on repère des évolutions qui tendraient le fil en fait entre cette gestion très centralisée, comme vous l'avez expliqué, très entre les mains de l'État? Est-ce que ça fait des choses à l'engagement dans les territoires et très concret? En fait, c'est sûr que si on prend les choses d'un point de vue sociologique, de réflexion sur pourquoi on se mobilise, qu'est-ce que disent les mobilisations aussi des individus qui y participent, peut-être deux choses un peu en tension. D'une part, il y a, comme dans tout militantisme, comme dans toute mobilisation, une forme de rétribution, notamment de rétribution symbolique. C'est un peu ce que vous dites très justement. Alors moi, j'ai plutôt travaillé sur les mobilisations à Paris, mais on peut le rencontrer ailleurs, cette idée que enfin, je trouve une cause dans laquelle m'impliquer, que ça se passe en bas de chez moi. On en parlait aussi tout à l'heure toutes les deux. L'idée qu'il y a quelque chose dans lequel je peux m'impliquer, c'est sur ma trajectoire quotidienne pour rentrer chez moi, pour aller travailler potentiellement. Donc en fait, j'ai le temps de le faire et j'ai le sentiment d'une utilité sociale qui est vraiment une forme de rétribution, de bénéfice. Mais de l'autre côté, c'est aussi la confrontation un peu avec une impuissance, parce que c'est sans fin. C'est évidemment, voilà. Enfin, alors, il y a des engagements qui tiennent malgré tout dans le temps long, mais il y a aussi beaucoup d'épuisement. Et je dirais aussi peut-être une chose intéressante du point de vue de la sociologie des mouvements sociaux, c'est des évolutions des postures vers plus de politisation. Notamment à Paris, il y a des personnes qui, au départ, dans les années 2015, 2016, 2017, se sont organisées pour faire de la distribution de nourriture, des petits-déj, des choses qui peuvent avoir l'air d'être de l'aide plutôt matérielle. Progressivement, à force de rencontrer les personnes exilées à la rue, de constater les défaillances du système d'accueil, la violence aussi de la politique migratoire, les modalités d'action et les revendications se sont politisées. Et en fait, de simplement la distribution de petits-déj, on est passé à des revendications qui sont davantage justement portées sur des questions, des enjeux politiques migratoires, constatant un peu... et dans ce type de récit, j'ai aussi rencontré des personnes, alors bon, pour le dire très clairement, catégorie sociale moyenne, supérieure ou supérieure, donc parisiennes qu'on pourrait qualifier de bobos par exemple, des personnes non racisées qui n'avaient jamais été confrontées directement à la violence policière par exemple, et qui là ont découvert d'une certaine manière l'ampleur de la violence d'État et de la dimension sécuritaire de la gouvernance des migrations, et donc ça fait aussi bouger. Alors c'est une forme d'épuisement moral, parfois de désillusion aussi, mais de politisation. Voilà. Bon, les choses fonctionnent évidemment de manière... On est extrêmement dans l'actualité, puisque il y a une directive, si j'ai bien compris, qui a été lancée ces jours-ci pour, je ne sais pas comment il faut qualifier ça, de traquer, de rafler. Rafler, oui, les personnes exilées. Alors c'est assez terrible parce que par exemple, voilà, très concrètement, comment ça joue sur les personnes? Dans les dispositifs de soins ou dans les dispositifs d'accueil, on peut avoir appelé certaines personnes ces derniers jours en disant ne venez pas. Bougez pas, ne venez pas. Alors on n'a pas besoin de les appeler, ils y ont pensé tout seuls, vous me direz. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une entrave aussi à l'accès aux soins, à l'accès aux droits, très clairement, quoi, évidemment. Ça a des répercussions tout à fait concrètes. Et juste pour rebondir sur ce que vous disiez juste avant, sur le lien entre finalement cette politique de dispersion territoriale et le fait que s'engager en bas de chez soi par la proximité spatiale des situations qu'on constate et qui peuvent éveiller en nous ou appeler en nous le fait de s'engager, et en même temps un État qui délègue ou qui se repose de plus en plus sur les associations. Enfin, tout ça, il y a quand même une tension, des contradictions internes à toutes ces actions et qui peuvent ou pas se résoudre. Ouais, c'est ça, alors qui se résolvent très différemment selon les situations. Mais à Paris, il y a aussi un collectif qui est
très engagé, qui était très engagé dans l'accompagnement des mineurs non accompagnés, dans la distribution de repas, vraiment avec un rôle assez central, qui, il y a peut-être un an maintenant, un an et demi, je ne sais plus, a décidé d'arrêter les distributions de nourriture. On peut imaginer le déchirement que c'est évidemment pour les personnes engagées, mais c'est une manière justement de réfléchir à cette tension, à ce paradoxe qui est très compliqué, de se dire je me substitue, en me substituant, d'une certaine manière, j'accepte que l'État ne prenne pas ses responsabilités, puisque je suis là pour faire le boulot. Donc si je disparaît, est-ce que je peux davantage contraindre l'État voilà, donc c'est des tensions permanentes, hein, à la fois au niveau individuel et au niveau des groupes et des organisations, qui sont avec un fort sentiment d'impuissance quand même, in fine, quoi. Isalia, on est dans Défi d'élus. Un de vos prochains défis, c'est celui de l'élection municipale. Cette élection aura lieu en mars 2026. A priori, donc vous êtes candidate. C'est un défi parce que on a commencé à l'effleurer, enfin plus qu'à l'effleurer, mais cette élection va se faire très clairement au risque de l'extrême droite. C'est une réalité à laquelle on peut très malheureusement plus échapper. Oui, je crois que en fait un des paris ou des enjeux ou une des volontés de Terreau Locaux, c'était aussi de dire on amène de la mixité en milieu rural et on fait bouger par ça les lignes politiques. On voit que ce pari-là, il n'est pas tout à fait réussi. C'est-à-dire qu'au niveau électoral, les choses ne se distinguent pas chez nous de ce qu'elles sont aux alentours. Donc on a une vraie montée de l'extrême droite qui est évidente chez nous. On était un village plutôt marqué à gauche pendant des années. Aujourd'hui, on a les mêmes chiffres que tous nos petits camarades. Donc effectivement, on va changer d'air puisque le maire actuel ne souhaite pas se représenter. Il est en place depuis 25 ans. Donc on sait que nous, ceux qui allons prendre la suite, les membres de son équipe actuelle qui souhaitons se représenter, on va être confrontés très clairement à ce risque-là d'avoir une liste en face qui semble se dessiner avec des personnes qui étaient opposées au projet Terreau Locaux. Donc une vraie fracture, un vrai marqueur politique fort pour les prochaines municipales. Et tout l'enjeu, c'est là sur cette fin de mandat de sécuriser les activités de l'association au maximum pour se dire, même si on doit sortir du jeu ou en tout cas rentrer dans l'opposition, on sécurise les activités et puis oui, essayer de faire en sorte que ce projet se poursuive, y compris si on doit changer de majorité. Et pourtant, donc c'est l'heure des bilans en ce moment. On voit que cet accueil d'exilés dans votre village, pour être là aussi très utilitariste ou comptable, ça crée de l'emploi. Ça crée beaucoup d'activités puisque dans votre commune il n'y avait plus de commerce avant l'installation de l'association qui organise ce marché, alors qu'il n'est pas un commerce pérenne du point de vue de ses horaires d'ouverture. Enfin, c'est régulier une fois par semaine, mais en tout cas il y a des résultats qui sont extrêmement visibles et qui montrent un bénéfice commun qui est tiré de l'accueil de ces exilés et de l'insertion des précaires des villages alentours. Oui, mais c'est là qu'on peut opposer finalement la posture idéologique et la posture pragmatique, c'est-à-dire que si effectivement on fait le bilan de ce qui a été fait, on a 25 emplois créés, c'est-à-dire que c'est le deuxième employeur du village après l'EHPAD. C'est énorme, 25. C'est énorme dans un village de 500 habitants. Voilà. Ça fait 6 ans que l'activité a démarré. On a un marché hebdomadaire qui se transforme une fois par mois en marché un peu plus important et 2 fois par an en marché festif où on a plusieurs centaines de personnes qui viennent dans le village. Donc c'est un soutien à l'activité économique parce qu'on a des producteurs et des artisans locaux qui ont du coup une visibilité, un débouché, des activités, des animations, des concerts plusieurs fois par an dans le village. Donc vraiment, ça, on peut objectiver l'impact de cette association, c'est très clair. En revanche, les personnes qui sont contre, on les voit jamais dans ces temps-là. Donc en fait, elles peuvent continuer à se dire que c'est pas un bon projet pour le village, parce que de toute façon, elles ne viennent pas bénéficier de ce qui se fait. Voilà. Donc on reste sur finalement une petite partie de la population, je dirais, qui est plutôt contre, une petite partie de la population qui est très investie, et puis une majorité qui fluctue, dont la distance avec le projet varie en fonction de ses intérêts aussi.
Oui, donc, en tout cas, cette association contribue à une forme d'animation territoriale. Enfin, je reprends un des termes de votre documentaire que j'ai eu la chance de voir. Donc, finalement, avec des effets qui dépassent le simple cadre de cet accueil. Camille, est-ce que ça vous inspire Pardon, juste, j'étais en train de réfléchir à cette question de l'extrême droite. Je trouve que ce qui est très à mon avis, à la fois difficile et juste, c'est qu'il y a une partie quand même sans doute des positionnements sur ces questions-là qui relèvent de l'idéologie et qu'il est compliqué de faire basculer, même en étant vraiment face à la réussite, ou plutôt, c'est même pas une question de réussite, pardon, je vais le dire autrement, à la réalité d'une certaine manière de ces projets. Alors, il y a quand même des situations où on voit que la rencontre avec des personnes exilées, avec des expériences justement de sociabilité, de compréhension de l'autre, peuvent faire bouger un peu les lignes. Mais en effet, vous disiez, il y a voilà, en quelque sorte, sur un continuum, les très opposés, les très pour, et bon, les très opposés, a priori, c'est pas vraiment eux qu'il faut viser par ces actions-là. Après, il y a une vraie responsabilité quand même dans le champ médiatique, politique national aussi, de représentations qui sont véhiculées, qui sont stigmatisantes. Vous parliez tout à l'heure, pour introduire, de la question des proportions. Vous en redisiez quelques mots aussi. La vague. Oui, voilà. Moi, ça me semble vraiment fondamental, toujours quand on parle des données, de repenser en termes de proportions, ce que vous avez fait d'ailleurs en introduisant le propos, parce que, effectivement, alors, il y aura toujours des personnes qui diront, c'est quand même trop. C'est quand même trop. Deux logements, c'est quand même trop. Voilà. Mais d'une certaine manière, ça permet quand même d'objectiver aussi des phénomènes qui finalement ne sont pas si prédominants socialement, mais qui concernent des personnes très précarisées. Donc, il y a une question de responsabilité générale et sociale, mais c'est une autre manière de poser le débat, quoi. Voilà. Bon. C'est pas du tout une solution clé en main. Peut-être un mot pour finir, parce que le temps passe, sur d'autres pays voisins, puisque en fait finalement la France n'est pas si accueillante, en tout cas en termes de nombre de personnes. Elle n'est pas si accueillante, on l'a vu, alors chez vous très accueillante, mais à l'échelle de l'État, bof. Est-ce qu'il y a d'autres pays voisins qui, on pense à l'Allemagne à une époque, mais je ne sais pas si c'est encore le cas. Donc vraiment, c'est vraiment pour ouvrir le débat, parce qu'on n'aura pas le temps du tout de l'approfondir, mais voilà, est-ce que les autres font un peu mieux ? En fait, ce qui se passe au niveau français, c'est que justement, quand on regarde les réponses positives par rapport aux demandes d'asile déposées, en effet, on n'est pas du tout parmi les pays européens les plus accueillants. Ensuite, il y a quand même une politique européenne, une européanisation des politiques et des logiques d'action publique en termes migratoires, qui est restrictive et sécuritaire. Donc oui, l'Allemagne a eu une position initialement en 2015 d'ouverture, notamment pour des raisons d'ailleurs démographiques, mais bon, qui peuvent s'entendre. Hein. Mais globalement, l'Europe, c'est une forteresse. La difficulté, c'est quand même d'arriver en Europe. Les morts aux frontières, c'est les morts aux frontières de l'Europe de Schengen, enfin de l'Europe. Et simplement pour terminer là-dessus, en fait, il faut penser à un niveau encore plus international. La grande majorité des déplacements de réfugiés ont lieu dans les pays limitrophes des pays en conflit. Donc en fait, voilà, je veux dire, à l'échelle européenne, finalement, nous n'accueillons pas tant de personnes que ça concernées par des conflits, quoi. Donc il y a d'autres manières de faire, évidemment. Oui. Et à Notre-Dame-de-Losier, vous êtes en contact avec des villes à l'étranger ? Qui ont des expériences similaires, vous oui. voulez dire ? Via oui, notre implication dans des réseaux, notamment le réseau européen Share, donc, qui met en partage des expériences d'accueil. On a pu être en contact avec des villes en Italie. À qui vous apprenez des choses ou de qui vous apprenez des choses ? Alors, c'est du partage d'expériences. Donc, on a eu une visite de différents représentants de communes qui sont venus voir ce qui se passait chez nous. On attend de pouvoir faire la même chose.
Très bien, écoutez, je vous remercie beaucoup de ces témoignages, de ces analyses vraiment très intéressantes et j'espère que pour les personnes qui étaient en ligne et peut-être qui occupent des responsabilités dans des collectivités, dans des associations, qu'ils auront appris des choses et peut-être que ça leur permettra de mettre en œuvre des choses. Donc merci d'être restés avec nous. Alors le prochain rendez-vous d'Idéal, c'est le 18 septembre. Donc nous allons organiser un événement public dont vous serez évidemment mis au courant. L'idée, c'est de se demander pourquoi le logement n'est pas un sujet suffisamment pris en main par les politiques compte tenu de son caractère essentiel et important. Donc on l'appellera le logement en campagne et on interrogera si possible beaucoup d'élus et des chercheurs et chercheuses. Et puis un nouveau défi d'élus à l'automne dont la date n'est pas encore fixée mais qui aura pour thème les territoires non assurables, donc avec un élu ou une élue dont le territoire aura connu des circonstances difficiles et qui a du mal à convaincre les assureurs de faire leur métier. Voilà. Merci beaucoup. D'ici là, un très bon été et une bonne journée. Au revoir.